Alain Juppé à la rencontre de ses amis politiques et des représentants du monde agricole. Retour sur cette journée aux allures de campagne pour les primaires de la droite avec Nathalie Dinane et Moïse Dexter. Quand la science et le design s'associent pour susciter des vocations, l'Académie de Guadeloupe et l'Archipel des sciences lancent l'opération Robotic First, un robot dans les salles de classe, une première chez nous. Le reportage de Bénédicte Jourdier dans ce journal. Et enfin, nous découvrirons le concept Oxygène, un dispositif pour lutter contre le décrochage scolaire. Le Collège des Roches Gravées de Trois-Rivières l'expérimente depuis quelques années. Karen Diama nous en dira plus. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous ouvrons ce journal avec cette triste nouvelle. Le corps d'un homme de 66 ans a été retrouvé dans son jardin ce matin à Fouché-Sainte-Anne. Ce dernier gisait dans son jardin en état de décomposition, face contre terre. La gendarmerie a ouvert une enquête et un médecin légiste s'est rendu sur place pour un premier examen du corps. Cependant, une autopsie sera pratiquée pour déterminer les causes de sa mort. Et c'est l'événement politique du jour, la visite d'Alain Juppé en Guadeloupe. Arrivé hier soir, le favori des sondages pour la primaire de la droite et du centre aborde la phase guadeloupéenne de sa longue tournée outre-mer. À son programme, rencontre avec les acteurs économiques, notamment ceux du monde agricole. Nathalie Dinane, Moïse Dexter. Alain Juppé peut être rassuré pour sa candidature aux primaires. Il compte encore en Guadeloupe de nombreux amis dans la classe politique, à droite mais aussi à gauche. Avec comme guide Philippe Cholette et Aldo Blaise, l'ancien ministre maire de Bordeaux était certain d'avoir un parterre de fans. Il a débuté son parcours par une présentation du secteur agricole. Et nous avons donc d'ailleurs préparé un dossier avec un ensemble de problématiques et des éventuelles pistes pour qu'ils puissent aussi réfléchir pour voir comment nous allons pouvoir nous en sortir, parce que les choses deviennent de plus en plus difficiles avec les accords de partenariat économique via l'Europe qui sont dans la zone caribéenne. Donc là où nous sommes dans la même latitude, en tout cas, nous produisons les mêmes choses, mais à des coûts de production plus élevés, parce qu'en même temps, nous sommes en Europe, nous sommes en France. Donc ça nous posera un problème dans les jours à venir pour l'écoulement de nos produits. À Guadeloupe, il y a ici des potentiels importants, y compris des potentiels de création d'emplois. Quand on connaît le niveau du chômage dans cette collectivité, je crois qu'il ne faut pas négliger l'agriculture. Donc je voudrais remercier les agriculteurs. Comme toujours, les agriculteurs sont des gens précis, concrets. Quand on discute avec eux, on ne part pas dans de grandes théories ou de grandes idées, mais sur des points précis qui vont enrichir mon programme. Accompagné de Dominique Perben, ancien secrétaire d'État de Jacques Chirac, chargé de l'outre-mer, Alain Juppé recueille les besoins de chacun. Les apiculteurs sont les meilleurs de France et pourtant... Je crois qu'il y a un marché. Les consommateurs apprécient de plus en plus la diversité de nos miels. Nous entrons dans une phase plus scientifique, plus rationnelle de développement. Donc on a besoin de beaucoup d'études, par exemple. Des études coûtent cher. En plus, les experts pour les faire sont souvent métropolitains. Donc on a besoin de cette aide, des structures qui sont déjà mises en place. Par exemple, concernant sur le point sanitaire, on a besoin de faire une évaluation sur les produits qui sont conçus pour la métropole et que nous utilisons ici. Donc on a besoin de faire cette évaluation pour voir est-ce que c'est effectif, et ça on ne peut pas le faire nous-mêmes. On a besoin des laboratoires nationaux. La filière melon, reconnue pour sa qualité, souffre également d'une politique européenne en inadéquation avec la réalité de notre archipel, en plus du désengagement financier de l'État. Quand vous produisez quelque chose de qualité, vous devez le traiter, l'emballer, le conditionner, l'expédier, le vendre de manière qualitativement saine, de manière qualitativement correcte. Donc nous devons nous consacrer de plus en plus à produire le peu de choses que nous faisons avec de la qualité permanente. Et la politique européenne aujourd'hui, on constate avec grande déception que la politique européenne aujourd'hui passe à côté de ces principes-là. Pour nous, c'est vital parce qu'on ne produit pas énormément. Alain Juppé entend ses reproches, mais pense aux problèmes autrement. Parce que sans Bruxelles, le développement agricole serait encore beaucoup plus difficile. Je prends l'exemple de la banane, par exemple. Alors, dans un certain
quotas. Je ne vais pas vous donner les chiffres, vous les connaissez. Il y a l'aide de Bruxelles. Bruxelles ne veut pas monter plus haut, mais il faut son feu vert pour que la région d'un côté et l'État de l'autre puissent accompagner le développement de la production de la banane. Donc vous voyez qu'on a besoin de Bruxelles, et dénoncer Bruxelles à tout propos et hors de propos, je crois que ce n'est pas la bonne méthode. Très souvent, si les normes sont trop contraignantes, c'est à cause de notre administration et pas de Bruxelles, et on a besoin de l'aide de Bruxelles. C'est vrai qu'il faut se battre, c'est vrai que parfois à Bruxelles on a une conception de la concurrence qui est un peu trop systématique et trop théorique, mais je pense que c'est dans la collaboration et pas dans l'affrontement qu'on va trouver des solutions. Alain Juppé a fait une halte à Capesterre-Belle-Eau. Il s'est entretenu avec Joël Beaugendre au pied du mémorial érigé en l'honneur des premiers Indiens arrivés en Guadeloupe. Ensuite, cap sur Basse-Terre, avec une pause à Gourbert où l'attendait son ancienne collègue et amie de longue date, Lucette Michaud-Chevry. Moi, tu peux compter sur lui. Aucun texte ne reconnaît la spécificité. Alain Juppé peut compter sur une grande partie de la droite, même les anciens du parti. Et Alain Juppé s'est également rendu à la centrale géothermique de Bouillante. L'unité de production d'énergie de notre archipel a depuis plusieurs mois ouvert son capital à une entreprise américaine, la société Ormat, leader mondial du secteur. Un choix raisonnable, selon Alain Juppé. Le reportage de Linda Kayarsi. C'est au pas de course que le directeur de la centrale géothermique de Bouillante entame la visite des lieux aux côtés d'Alain Juppé. Et je pense, comme je l'ai dit, la géothermie, petit à petit, va avoir les lettres de noblesse qui, jusqu'ici, lui ont manqué. Et ça passe certainement par des visites comme celle de M. Juppé. L'occasion pour le directeur à chaque pas d'évoquer les forces, les faiblesses de l'usine et notamment sa décision d'ouvrir son capital à un investisseur privé. Nous sommes avec Ormat Technologies maintenant dans la dernière phase qui est la phase de levée d'un certain nombre de clauses qui sont des clauses que j'appellerais de détail, administratives, etc. Mais les jeux sont faits. Les jeux sont faits. Une démarche qui ne semble pas surprendre le maire de Bordeaux. Essentiel, vous savez que nous nous sommes engagés, quand je dis nous, c'est l'Europe, c'est la France, à développer les énergies renouvelables, décarbonées, moins 40% d'objectifs au niveau national. Et donc une installation comme celle-ci y concourt de façon importante et j'espère que les investissements prévus pourront se déclencher. Je pars du principe qu'il faudrait éviter que Paris se mêle de tout, non peut-être. Laissons faire les responsables locaux. En résumé, une visite éclair aux allures de campagne électorale. Et l'ancien ministre a livré ses pistes de réflexion concernant son programme de développement pour notre archipel. On l'écoute. Ce matin, une longue séance de travail avec les représentants du monde agricole. On a parlé bananes, on a parlé canne et rhum, on a parlé culture maraîchère et fruitière, on a parlé également élevage. Donc, pour moi, c'est toujours très intéressant d'avoir des témoignages qui viennent directement du terrain. Vous savez, lire une note, ça ne donne pas véritablement une vraie appréciation de la réalité. Rien ne remplace le dialogue direct. Et je vais continuer ce dialogue pour construire mon projet pour la Guadeloupe et pour les Outre-mer en général. Nous avons évidemment parlé de la question essentielle qui est le développement économique. Je crois que l'aspect institutionnel aujourd'hui, il est acquis. De ce point de vue-là, on a besoin de stabilité. En revanche, vous connaissez mieux que moi la situation de cette collectivité, de ce territoire, un chômage insupportable, naturellement, avec des taux inacceptables, notamment pour notre jeunesse. Le problème de l'insécurité aussi, qui a été évoqué à plusieurs reprises. Donc il faut que l'État réagisse, c'est à lui d'assurer la sécurité au quotidien. Et il faut qu'ensemble, on bâtisse un projet de développement. Il y a des ressources ici. J'ai parlé de l'agriculture. Le tourisme est à l'évidence une ressource qui est encore sous-exploitée. Il y a aussi le BTP, parce qu'il y a des besoins d'infrastructures très importantes. Et puis, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises innovantes. N'oublions pas les technologies de l'information et de la communication qui peuvent fournir aussi des débouchés. J'ai vu qu'il y avait un plan ici de couverture de l'île en très haut débit. C'est une condition sine qua non aujourd'hui du développement économique. J'aime l'outre-mer, j'aime les outre-mer parce que voilà, on trouve ici une spontanéité, une convivialité, un besoin d'échange et de partage qui me plaisent bien. Et puis, pardon ? L'amour, c'est pas tout. Oui, mais tout commence par là. Parce que justement, j'ai l'impression qu'on s'est senti un peu désaimé ici. On vous l'a dit d'ailleurs. On me l'a dit. Donc,
Amour, bon, c'est un mot qui n'est peut-être pas du registre politique, mais enfin, la prise en compte de ce que nos Outre-mer représentent pour la France, et c'est un atout essentiel, je l'ai dit et je ne cesse de le répéter, une richesse humaine et culturelle extrêmement précieuse, mais aussi un potentiel économique qui n'est pas suffisamment exploité. N'oublions pas que nous sommes le deuxième espace maritime mondial grâce à nos Outre-mer. On sait que la mer recèle des richesses qui seront essentielles dans les décennies qui viennent. Oui. Bien sûr, je suis en campagne, je ne le dissimule pas. Je suis venu à la rencontre de mes amis ici qui s'organisent et je les remercie de leur soutien. Mon comité de soutien est actif. Vous en connaissez les responsables. Il faut préparer l'échéance du 20 et du 27 novembre prochain et puis la suite. Et la visite de la ministre des Outre-mer se poursuit en Martinique. Ce matin, elle a visité les 2 derniers logements sociaux sortis de terre au Lamentin, des bâtiments réservés aux riverains dont les maisons sont devenues invivables. On regarde le reportage de nos confrères Myriam Wakoulin et Michelet François d'ATV Martinique. Dernière nuit pour Muguette à cette adresse du quartier Vieux-Pont. 50 ans de vie dans cette petite maison face à la route, transformée en épicerie, sans confort. La maison, c'est une passoire. Une passoire. Même sur mon lit pour dormir, il faut que j'ai toujours un faitout sur mon lit. Avec un ciré sur le lit pour que ni le matelas ne se mouille pas. Là, c'est pour l'eau qui coule. Mais si jamais, par exemple, le faitout est là, et puis l'eau a eu l'occasion de tomber, ça ne va pas mouiller le matelas. Muguette emménage dans les prochaines semaines. Au sec, 20 familles du Lamentin seront logées dans des maisons témoins comme celle-ci. Les bénéficiaires n'ont rien à débourser, c'est l'agence des 50 pas qui finance le projet. Seul l'achat du terrain doit être réglé. Nous sommes sur des terrains qui appartiennent à l'État. Il faut qu'ils achètent donc le terrain dans le cadre d'une régularisation classique en fait, avec bien sûr un dispositif d'aide qui est mis en place pour pouvoir les aider dans cette démarche. Les maisons sont en bois, pensées selon une démarche écologique. Économie d'énergie, ventilation naturelle. Chacune d'entre elles coûte un peu plus de 50 000 €. Un écoquartier dans un quartier dit sensible du Lamentin. L'exemple des progrès réalisés par la Martinique depuis la mise en place du plan logement. Mais je dois dire qu'à la Martinique, ça marche mieux qu'ailleurs parce que nous avons un nombre de logements qui est sorti qui est supérieur à nos espoirs. Et donc, on peut se fixer pour l'année prochaine un chiffre encore supérieur. Alors que dans d'autres endroits, on a des difficultés réglementaires ou d'opérateurs qui font que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que nous espérions. Plus de la moitié des maisons du quartier Vieux-Pont sont des constructions anarchiques, non raccordées au réseau électrique. La mairie veut surtout permettre aux occupants sans titre de devenir propriétaire. ATV Guadeloupe vous propose ce soir le 3e et dernier volet de ces micro-trottoirs sur les 100 premiers jours d'Harry Chalus à la tête de la région. Ces dernières semaines, le président s'est montré actif, homme de terrain, sur plusieurs fronts, celui du dossier de l'eau et du trafic routier en région pointoise. Isabelle Hameau est allée recueillir vos premières impressions à Pointe-à-Pitre. Vous savez, comme on dit, chacun fait ce comme ils veulent. Si ça peut leur soulager, au lieu qu'ils aillent après les jeunes, les enfants et tout ça, moi, je ne vois pas pourquoi les taxer. C'est leur vie. Alors là, j'y pense même pas. C'est du n'importe quoi. C'est dommage pour les gens. Dans un instant, vous l'avez compris, c'était une erreur. Restez avec nous dans un instant. Nous découvrirons le robot First dans les salles de classe du collège de Front-de-Mer et le dispositif Oxygène pour lutter contre le décrochage scolaire expérimenté au collège de Trois-Rivières. En Guyane se tient en ce moment les assises amazoniennes de gynécologie. Le séminaire s'est ouvert aujourd'hui. Il rassemble des spécialistes des DOM et de l'Hexagone pour aborder plusieurs thèmes liés à la grossesse. L'accent est surtout mis sur la question de la consommation d'alcool pendant les 9 mois, un véritable poison pour le fœtus. Mia Pierre d'ATV Guyane. Gynécologues obstétriciens, sages-femmes, pédiatres, nephrologues, les professionnels de la santé périnatale réunis pour échanger sur leur expérience. Durant 2 jours, ils vont discuter sur les thématiques de la grossesse, l'alcoolisation fœtale ou encore la prise en charge des femmes qui consomment de l'alcool pendant la grossesse. C'est un partage d'expérience. Un certain nombre d'intervenants rapportent les données de la science et les données actuelles les plus récentes des sociétés savantes. Et à partir de là, on
Décidément, il y a encore un souci technique, mais nous poursuivons ce journal avec des robots en Lego dans les collèges pour valoriser les matières technologiques. Cette idée futuriste et originale a été lancée dans le cadre du tournoi Robotic First au collège du Front de Mer de Pointe-à-Pitre. L'Académie de la Guadeloupe et l'Archipel des Sciences espèrent ainsi contribuer à l'éveil des jeunes esprits aux sciences. Reportage Bénédicte Jourdier. Il s'appelle EV3 et vient d'intégrer le collège du Front de Mer à Pointe-à-Pitre. Et dans un mois, avec ce robot fait de Lego, les élèves devront défier 11 autres classes, équipées elles aussi de ce kit de robotique. On doit pas rigoler avec ce type de jeu, de compétition, parce que c'est le meilleur qui gagne. Et voilà, il faut pas rigoler, sinon on risque de perdre sa place. Alors, avec le professeur de technologie, les élèves de 4e vont travailler dur, la programmation, la mécanique et l'électronique, et tous les enfants semblent intéressés. Donc ça leur permet de rester concentrés sur une activité et d'acquérir des connaissances et des compétences dans divers domaines, notamment la rigueur, de l'assemblage, respecter des consignes. Lancée ce matin, cette première édition permet d'éveiller les jeunes esprits aux sciences et à la technologie à travers des objectifs concrets, des ateliers manuels qui correspondent aux attentes de la réforme scolaire, tout en s'amusant avec les Legos. Moi j'ai joué avec des Legos, mais pas avec des Legos aussi perfectionnés, notamment avec tous les mécanismes, les capteurs qui existent. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir le résultat aujourd'hui avec les robots construits par les élèves. Ça redonne une autre dimension à l'enseignement de la technologie au niveau des établissements. Et c'est vrai que dans le cadre de la nouvelle réforme du collège, c'est quelque part en phase complète avec l'esprit de la réforme, où on arrive à mobiliser des compétences multiples. L'anglais, puisqu'ils ont des notices en anglais parfois, ils mobilisent des éléments de sciences physiques, de mathématiques, de technologie bien évidemment, d'informatique. Et donc et ça peut aussi leur permettre de se projeter dans des métiers nouveaux. Alors, c'est vrai que ça fait appel à la programmation, donc l'informatique, mathématiques, les algorithmes, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais il faut que nos jeunes y soient. Il faut que nos jeunes puissent être capables de penser, de créer, d'innover et de partir sur quelque chose qui existe peut-être, mais pour aller plus loin. Le défi, déplacer le robot en respectant une trajectoire bien précise, récupérer des objets, les trier, puisque la thématique de cette année est la gestion des déchets. Je trouve que c'est intéressant, ça nous fait découvrir. Et ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent avoir l'occasion de construire. Et on exprime notre créativité à travers les robots. Et qui sait, peut-être que ces jeunes trouveront des réponses aux problématiques environnementales de la Guadeloupe. Comment lutter contre le décrochage scolaire? Le Collège des Roches-Gravées de Trois-Rivières expérimente depuis 2015 un dispositif nommé justement la classe Oxygène. Les élèves sont regroupés par petits groupes. Ils alternent des cours pour travailler les notions de base, tout en participant à différents ateliers et découvertes, tels que le théâtre, le graphe ou encore la randonnée. Karen Diamin les a suivis ce matin sur la trace du littoral de la Grande Pointe. Regardez. Si on vous fait venir ici aujourd'hui, et les sorties qu'on fait, ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour vous sensibiliser à votre nature. Ils sont 12 et font partie de la classe Oxygène du collège Les Roches-Gravées. Pendant 2 semaines, ils pratiqueront des activités périscolaires afin de reprendre goût à la vie scolaire. On fait des sorties sur le terrain comme aujourd'hui, ils ont des heures de mathématiques ou de français, ils ont aussi par exemple des activités d'équitation. Il y a même une psychologue scolaire qui vient. Et donc au bout des 15 jours de sortie Oxygène, on les remet dans leur classe d'origine. Et normalement, on constate en général que les élèves ont gagné en motivation, en confiance en eux. Il y a une 30aine de sorties qui sont organisées dans l'année, avec à chaque fois des élèves différents qui rentrent dans la classe Oxygène. Nous, ce qu'on fait sur le terrain, le guide leur explique beaucoup les différents types de milieux. Et ce matin, il les sensibilise au littoral de l'archipel, avec une méthode adaptée à la classe Oxygène. Et on l'appelle résigné bord de mer parce qu'on le trouve carrément sous le littoral. Ne pas rentrer dans trop de tout simple, très simple, ne pas employer trop de termes techniques et juste leur apprendre à l'érosion, le rôle des plantes, qu'est-ce que c'est que l'érosion par exemple.
l'érosion, le rôle des plantes sur le littoral, pourquoi il faut protéger cette partie-là. Des principes appréciés des élèves qui saluent cette nouvelle forme d'enseignement. J'apprends beaucoup de choses, des plantes, j'apprends des nouvelles vies. C'est pour mieux comprendre, mais bon, c'est pour dire aux jeunes pour qu'on ne fait pas ça, mais on apprend beaucoup de choses quand même avec le monsieur. Ça nous fait découvrir des choses et qu'on apprend ce qu'on ne connaissait pas. On réalise que la forêt est plus importante que ce que les gens pensent en fait. Et le monsieur nous apprend beaucoup de choses sur la nature et sur ce qu'on doit faire, ce qu'on doit protéger et tout. Et ça nous donne de l'expérience pour si on veut visiter autre part et on pourra aller sans problème et connaître. Comme à l'école, on ne fait pas tout le temps des sorties, donc ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses hors du collège et d'avoir des meilleurs résultats aussi. En proposant cette alternative d'enseignement aux élèves en difficulté, le collège Les Roches-Gravées leur offre une véritable bouffée d'oxygène. L'écologie, c'est aussi un enjeu majeur pour les Antilles et ça s'apprend dès le plus jeune âge. En Martinique, afin de sensibiliser les enfants, les écoles se sont mises à l'heure du recyclage. Reportage Guy Raphaël René d'ATV Martinique. Nous vous faisons passer le message. Après, vous allez parler à votre entourage, etc. Apprendre et ensuite sensibiliser leur entourage à la protection de l'environnement. Voilà l'un des objectifs du travail élaboré par ces élèves à propos des ampoules électriques et de leur recyclage. C'est important de faire du recyclage ? Oui, pour ne pas polluer la planète, parce que si on pollue la planète, ça va faire le réchauffement climatique et après les glaciers vont fondre et les animaux qui vivent là-bas, ils vont mourir. Nos ampoules, on va pouvoir les traiter, les réutiliser. Des déchets qui parfois contiennent des matières dangereuses, d'où la nécessité de bien les trier. Parmi les ateliers développés dans ce projet, le jeu du Lumitri leur a permis de connaître les bons gestes. Ça nous apprend les multiples comportements de tri en jouant, comme ça c'est mieux qu'une leçon déjà. Et en plus, je trouve ça très bien d'avoir fait un jeu pour savoir les différents comportements de tri. Un projet qui englobe plusieurs matières enseignées à l'école et qui a mobilisé chez les élèves différentes compétences en vocabulaire, en orthographe et pas seulement. Ils ont fait des recherches en géographie, en sciences sur les différentes matières premières, etc. Et également en français. Voilà, donc dans toutes les matières. On a ici une corolle lexicale sur laquelle ils ont travaillé. Ils ont cherché des mots de vocabulaire. On les a classés en nature de mots, en fait, tout simplement, les noms, les adjectifs, pour pouvoir les réinvestir, d'accord, dans les productions d'écrits. La lumière est utile et parfois vitale. La lumière est irremplaçable. Éclairons-le. Mais l'objectif final du projet touche à la solidarité. Chaque défi réalisé par les élèves permet de débloquer des fonds qui serviront à fournir de l'électricité à d'autres enfants. Il y a 3 pays qui ont été sélectionnés, Sénégal, Laos, Kenya. Des précédentes éditions, ça a pu être des pays un petit peu plus près, par exemple comme Haïti, où il y a des écoles qui ont été électrifiées. Mais donc il y a vraiment un objectif solidaire et très concret pour les enfants, c'est qu'ils se rendent compte qu'en mettant en place ces actions ici, ils vont aider les enfants là-bas. Et ça rappelle aussi vraiment cette problématique que oui, aujourd'hui, il y a encore 1,5 milliard d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'électricité. Une opération nationale qui a mobilisé 45 000 élèves, dont 1700 en Martinique. Parlons cinéma maintenant avec la 5e édition du Festival européen Écho du film qui s'est ouvert la semaine dernière en Guyane. Jonathan Lariot était aussi sur place. Il s'est rendu dans les salles obscures pour nous. Il m'a pris à part et m'a dit « Tu sais fils, même si avec ton petit frère... » D'un côté, Pierre, jeune juif, grandit en faisant face à tous les préjugés sur son origine. Et de l'autre, Julien, devenu handicapé après un accident, continue de se battre pour réaliser son rêve, devenir chanteur lyrique. 2 histoires différentes, mais qui font réfléchir. C'est très parlant, mais on parle de films sur l'éducation, mais je pense que ces films peuvent aussi éduquer les adultes aussi.
à la différence, à la tolérance et à l'acceptation des gens différents. Moi, le cinéma, ça peut être effectivement divertir, dans le meilleur des cas éduquer, mais c'est pas forcément la première fonction du cinéma. Éduquer, c'est transmettre des émotions, et effectivement, à travers les émotions, forcément, on peut être éduqué. Ouais. Une première soirée de projection à l'occasion du 5e festival du film d'éducation. Pendant toute la semaine, des débats et rencontres ainsi que des masterclass sont organisés. L'objectif, utiliser le cinéma pour éduquer le plus grand nombre. On peut difficilement se passer aujourd'hui de l'image, c'est sûr. Après, le côté éducatif, c'est d'apprendre qu'une image, ça peut apporter beaucoup de choses, du bien comme du mal, et qu'on ne peut pas tout tourner n'importe comment et montrer tout n'importe comment, et que c'est une réflexion. C'est une réflexion. Aujourd'hui, on a des techniques qui permettent de faire tout de suite, et souvent un peu n'importe comment, qui font aussi des dégâts. On peut le voir tous les jours sur Internet, hein, quand on lâche n'importe quoi comme ça, sans recul. Et que, bon, je pense que ce qu'il faudrait apporter dans ces ateliers, c'est justement cette réflexion auprès des jeunes que voilà, il faut réfléchir avant de tourner. Le Festival du film d'éducation est surtout un moment de rencontre et de partage entre les acteurs de l'éducation, et on en profite pour voir des films qui parlent de la vie de tous les jours avec des sujets un peu divers, et qui nous permet ensuite de rebondir et d'échanger sur comment aborder les choses, soit avec les parents, soit avec les jeunes, soit avec des thérapeutes, en fonction du thème qui a été choisi. Au cours de la semaine, différents réalisateurs guyanais seront mis à l'honneur. Une projection de leurs œuvres ainsi qu'une rencontre sera organisée avec un temps d'échange et pourquoi pas permettre de susciter de nouvelles vocations. Retour sur le 3e et dernier volet sur ces micro-trottoirs concernant les 100 premiers jours d'Harry Chalus à la tête de la région. Je vous le disais tout à l'heure, il s'est montré actif ces dernières semaines en homme de terrain sur plusieurs fronts, celui du dossier de l'eau, du trafic routier en région pointoise. Quel est votre avis sur son premier bilan? On écoute tout de suite vos réponses. Vous avez été interrogé par Isabelle Hameau à Pointe-à-Pitre. Je vois qu'il y a une accalmie par rapport à la situation politique de la Guadeloupe. Je vois que les idées se sont devenues un petit peu plus claires. Et M. Chalus a été quelqu'un de très pragmatique et de très pondéré par rapport aux décisions qu'il doit prendre. Et je suis sûr que c'est entouré de gens vraiment compétents. J'ai confiance en lui, c'est un gars très sérieux. J'ai la chance d'avoir un gars comme ça qui s'est démarqué par son parcours. Et je suis sûr que si les Guadeloupéens se mettent ensemble, que nous pouvons arriver à de meilleurs résultats. Je n'ai pas encore d'opinion et puis on verra. On verra ce que ça va donner. On verra pour plus tard. Je trouve que tout ce qu'il a prévu de faire par rapport surtout aux emplois, par rapport aux jeunes, il tient sa parole. Donc pour moi, c'est un bon président, un bon président régional. On attend le meilleur de ce qui s'est passé avant. Au début, je ne le voyais pas sur le terrain, mais maintenant, oui, je commence à être sur le terrain. Mais bien entendu, il y a un temps pour s'adapter. Moi, je l'encourage vivement à continuer. Cependant, on a toujours des problèmes. Je pense qu'on n'a pas apporté des solutions vraiment concrètes en ce qui concerne, par exemple, le problème de l'eau. Hein, on en parle. Il y a aussi peut-être parler de tout ce qui est subvention aux créateurs d'entreprises. Bon, je sais qu'il a une action engagé en ce sens, mais bon, on n'a pas plus de nouvelles, etc. Et puis je pense que peut-être aussi il se heurte à la réalité de l'exercice de la présidence avec des contre-courants d'opposition, d'idées, de débats, et je pense que bon, eh ben, il a du travail, beaucoup de travail. Moi personnellement, je trouve qu'il fait quand même des efforts. Ça commence à avancer petit à petit. Comme il l'a dit dès le départ, ça ne va pas pouvoir changer directement tout de suite. Il faudra vraiment que les choses évoluent petit à petit. Mais pour l'instant, je trouve que c'est en bonne voie. Dans le cadre de l'année de la miséricorde souhaitée par le pape François, les paroisses de Bémao, d'Anse-Bertrand, de Sainte-Rose et de Basse-Terre accueilleront les reliques de la Sainte Marguerite, Marguerite Marie Alacoque, une religieuse du XVIIe siècle connue pour avoir reçu à l'époque une révélation divine, un événement important pour l'Église catholique. Reportage Karen Diamin. En ces premiers jours d'avril, le diocèse de Guadeloupe accueille les reliques des deux saints de Paray-le-Mounial, Sainte Marguerite Marie et Saint Claude la Colombière. Les reliques de Sainte Marguerite Marie, qui est une religieuse qui a vu Jésus, le Sacré-Cœur de Jésus,
Et Saint Claude la Colombière, un jésuite qui l'a accompagné spirituellement, vivait au XVIIe siècle dans une ville très importante au centre de la France, en Bourgogne, à Paray-le-Monial. Et ces deux saints ont été canonisés par l'Église au XXe siècle. Et à l'initiative de la communauté de l'Emmanuel, ces reliques sont ici dans plusieurs églises et suscitent des grands moments de ferveur et d'écoute de la parole de Dieu. C'est ce que j'ai expliqué en replaçant ces deux saints dans le contexte du XVIIe siècle, mais aussi dans cette invitation qui nous est faite, que nous sommes tous appelés à être des saints. Des reliques qui ont attiré une foule de chrétiens, y compris des élèves du pensionnat de Versailles. Dans le cadre de ma vie personnelle, j'avais eu l'occasion de pouvoir aller à Paray-le-Monial, où justement les reliques de Sainte Marguerite Marie se situent. Et donc j'ai voulu faire profiter, dans cette année de grâce et de miséricorde, j'ai voulu faire profiter mes élèves de 3e, de 6e, pour que justement ils rentrent dans cette année de grâce et de lumière et de miséricorde. Et justement, nous sommes dans un établissement privé catholique, et donc forcément, c'est notre mission de conduire et d'éduquer dans ce cadre-là. Ils sont très intéressés et je crois que dans les familles de Guadeloupe, nous avons des souffrances formulées ou non formulées. En tous les cas, ils ont ce désir de bien-être et de positif et de paix et de miséricorde dans leur vie personnelle et dans leur vie publique aussi, parce qu'ils seront aussi des médiums pour la miséricorde, pour les autres. À l'initiative de la communauté d'Emmanuel, la présence de ces reliques offre aux fidèles une belle occasion de prier ces saints qui ont vécu au XVIIe siècle. Les reliques sont arrivées d'abord en Guyane, puis dès lundi ici en Guadeloupe, d'abord à Baie-Mahault, ensuite à l'église Saint-Luc de Bainbridge, à Anse-Bertrand. Aujourd'hui, ici, à l'église du Carmel, et c'était très important qu'elle vienne ici à Basse-Terre, et enfin, ce soir à Sainte-Rose, et demain, pendant plusieurs jours, les reliques seront en Martinique. Nous nous réjouissons beaucoup, nous les évêques, Monseigneur Lafont, Monseigneur Macaire et moi-même, d'avoir ces reliques pendant quelques jours qui suscitent un mouvement aussi spirituel, parce que tout nous aide à aimer Dieu et à aimer notre prochain. C'est d'ailleurs l'évangile de ce jour. Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et le Sacré-Cœur de Jésus exprime l'amour du Christ pour tous les hommes. Présentées dans 5 églises du département, les reliques de Sainte Marguerite Marie et de Saint Claude la Colombière ont permis à des milliers de fidèles de participer à cette année de la miséricorde. L'évêque de la Guadeloupe a lancé l'opération Denier de l'Église 2016. Chaque année, cette campagne permet de récolter les fonds nécessaires pour assurer le financement des prêtres et des séminaristes. L'an dernier, il a rapporté 800 000 € pour un budget global de 5 millions d'euros. Reportage Karen Diamin. Le denier de l'Église, c'est vraiment pour aider les prêtres âgés, les séminaristes, il y en a 6 qui réfléchissent et qui se forment pour être prêtres demain ici en Guadeloupe. Donc il y a 70 prêtres, les assurances sociales des prêtres, avec le revenu très modeste. Et c'est pour cela que nous invitons tous les catholiques, pratiquants ou même qu'ils sont moins pratiquants, à participer. Et c'est le sens de cet appel pour le denier de l'Église 2016. Ce dimanche, dans toutes les paroisses, les enveloppes et les informations vont être données par les prêtres et par des distributions d'enveloppes. Et nous espérons que beaucoup participeront. Déjà, plusieurs milliers ont participé. Il y a environ 8000 donateurs. Nous en espérons plus. Et avec un don moyen, puis à peu près de 100 €, chacun donne suivant ses possibilités. Et dans l'Évangile, il est dit que l'offrande de la pauvre veuve est aussi importante que le don important. Et donc, je fais appel à tous ceux qui veulent participer à cette offrande pour aider l'Église catholique dans sa mission. Demi-sang, mais aussi pur sang sont montés par des jockeys caribéens qui foulent la piste de l'hippodrome de Saint-Jacques à Anse-Bertrand tous les dimanches. André Jacobi-Coali, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de la Société des courses Caruquera. De nombreux Guadeloupéens s'intéressent aux courses de chevaux, les compétitions et les concours se multiplient. Je fais référence à ce concours de saut d'obstacles qui avait lieu récemment à Petit-Bourg. Existe-t-il une économie autour du cheval en Guadeloupe? Tout à fait. Vous avez les courses, vous avez les centres équestres, vous avez plusieurs, je dirais, passionnés
qui sont à l'hippodrome, qui sont dans les centres équestres. Donc c'est une économie. Vous avez des métiers autour du cheval, métier de maréchal ferrant, jockey, vous avez les moniteurs de centres équestres. C'est une économie. Qu'est-ce que ça représente en termes de chiffres? Mais écoutez, difficile de parler de chiffres. Bon, concernant l'hippodrome, je peux dire qu'assez facilement que cette année, nous allons distribuer sur l'hippodrome autour de 900 000 €. Donc, c'est une somme, je dirais, assez intéressante pour ce que nous faisons à l'hippodrome. Donc, c'est une économie, effectivement, pour le département. L'équitation a la réputation d'être un sport cher. Quelle est la fourchette de prix concernant cette activité? Alors, il n'y a pas assez cher, je ne sais pas, quand vous faites du bateau, ou vous faites même du cyclisme maintenant. Je ne sais pas si vous vous êtes renseigné pour le prix d'un vélo de course. Je ne sais pas s'il faut dire que c'est vraiment cher, mais il faut aimer, c'est vrai. Il faut être passionné. C'est pas aussi cher quand on aime, c'est pas vrai. C'est chacun son avis. Et puis vous avez des jeunes qui vont au centre équestre pour le loisir. Combien, par exemple, pour un parent qui est intéressé pour inscrire son enfant? Alors, je ne vais pas répondre à ce secteur parce que c'est surtout les centres équestres. Ce serait plutôt au centre équestre de répondre à cette question. Bon, moi, je m'intéresse, enfin, moi, mon activité, c'est d'abord les courses. Et je peux vous dire que là, c'est pas si cher que cela, hein, quand vous regardez par rapport à d'autres passions. Il faut s'amuser et puis, bon, si on aime, il faut le faire. Ce secteur suscite des vocations. Nous en avons parlé dans notre édition d'hier. Les représentantes de l'école des courses hippiques de Gouvieux étaient à la martingale pour détecter de futurs talents, des jeunes qui souhaitent devenir jockeys, des Guadeloupéens qui souhaitent devenir jockeys. Est-ce un métier d'avenir? Oui. Premièrement, la Guadeloupe en a besoin. Nous organisons des courses en Guadeloupe. Vous avez des jockeys qui sortent de l'Hexagone, qui arrivent le samedi, qui repartent le dimanche soir ou le lundi. Donc nous en avons besoin. Nous avons ceux qui viennent de Barbade, de Martinique aussi, donc nous en avons besoin. Et je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là. Ce sont des jeunes qui peuvent effectivement devenir jockeys, mais moi je pense aussi à ceux qui peuvent réussir au niveau national, voire international. En Guyane, il n'y a pas d'hippodrome, mais nous avons le jeune Johan Victoire, qui est parmi l'un des meilleurs jockeys de France. Donc, pourquoi empêcher un jeune de réaliser ce qu'il a envie de faire, surtout s'il peut réussir? Et d'ailleurs, en Guadeloupe, 4 jeunes ont été repérés pour différentes formations, en CAP, bac professionnel, proposées par cette fameuse école. 11 en Martinique. Qu'est-ce que vous pensez du principe de détection? Alors, vous l'avez souhaité, certainement. Nous l'avons souhaité. Nous sommes à l'initiative de cette détection. L'année dernière, la représentante de la FASEC est venue ici lors du Grand Prix du Conseil régional et nous avons souhaité poursuivre. Et là, je crois que je dirais que c'est une première détection parce que il faut aller plus loin, il faut faire comme ailleurs. Et puis, c'est aussi une chance pour des jeunes qui aiment le cheval en général. Mais il faut aussi penser à ceux qui seraient déjà en situation d'échec scolaire. C'est aussi une voie parce qu'autour du cheval, il y a beaucoup de métiers et surtout, il y a peu de chômage là-dedans parce que, un cavalier d'entraînement, par exemple, dans le secteur des courses, il peut faire le tour du monde avec un sac au dos. Ah oui, ça c'est intéressant. Oui, tout à fait. C'est une réalité. Nous avons un jeune Barbadien qui était chez nous l'année dernière, qui cette année est en Australie et qui est très content. Quelles sont les prochaines compétitions à venir à l'hippodrome d'Anse-Bertrand? Alors déjà dimanche, nous avons 6 courses au programme avec notamment le prix des Belles Doudous. Qu'est-ce que c'est que le prix des Belles Doudous? Alors c'est une course réservée aux meilleures juments, je dirais, donc les femelles, à l'hippodrome de Saint-Jacques. C'est une course assez réputée. Alors c'est un milieu que j'imagine passionnant, mais existe-t-il un véritable business? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, les paris, les courses de chevaux, c'est votre domaine. Y a-t-il un business en Guadeloupe? En Guadeloupe, je ne dis pas qu'il y a un business en Guadeloupe. C'est économique, oui. Au niveau national, international, oui, c'est un véritable business. Mais aujourd'hui, il faudrait peut-être que ça le devienne parce que, ne serait-ce qu'au niveau de l'élevage, il faut qu'on essaye de faire un effort et surtout faire comprendre aux gens que c'est une activité économique, surtout nos élus. Et puis, les choses pourraient peut-être aller mieux. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. C'est moi. Si vous voulez donner votre sang, une collecte de l'établissement français du sang aura lieu demain à Pointe-à-Pitre de 8h30 à 13h au centre culturel Rémy Nassouta. Les horaires de l'office de tourisme du Gosier seront modifiés durant la haute saison. Il sera ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 17h et de 9h à midi les samedis, dimanches et jours fériés.
Et c'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un instant, question directe présentée par Eddy Planté.